Donc on va aborder aujourd'hui, finalement les résultats de 2 expérimentations récentes qui ont été conduites sur, des espèces prairiales, à la fois des prairies de longue durée et puis également une luzernière. Et donc ce que je vais vous présenter là est issu de travaux qui ont été conduits par les collègues, Hélène Lagrange, Baptiste Swanen, Pierre Quillon, Alain Boutier, Gilles Croc et les collègues techniciens expérimentateurs, nombreux. Clic. Je vais faire un rappel très rapide peut-être de ce que l'on sait, des particularités qui existent sur les prairies, en particulier de longue durée, et notamment leur réponse au cholage. Donc ce graphique ici vous présente l'écart de production entre la modalité Cholet et le témoin, donc en tonnes de matière sèche par hectare, en fonction du pH eau des premiers horizons, donc 0,5 ou 0,10 cm de sol. Là où on observe des réponses positives en termes de rendement par le cholage, c'est essentiellement sur des pH aux alentours de 5 et en dessous, mais ils ne sont malgré tout pas systématiques. Clic. Ça a été abordé ce matin, donc je vais pas m'étendre, mais finalement, ce qui peut assez facilement résumer la réponse parfois positive, au moins en tendance, à l'apport de chaux dans des situations faibles, c'est le fait de lever la toxicité aluminique, qui se traduit par, si je simplifie, une nanification des racines qui vont pénaliser finalement l'alimentation hydrique et minérale des plantes et qui peut donc faire qu'on a un plus de rendement lorsqu'on a levé cette toxicité. Clic. Donc fort de ce constat, et je ne reviens pas non plus sur l'image France avec les pH hauts des sols, en particulier dans les milieux comme le grand bassin limousin, comme le bassin auvergnat et puis le massif armoricain, sur lesquels on retrouve beaucoup de prairies. Des références acquises dans la fin des années 90 illustraient l'effet positif de l'apport de gypse dans des situations où on suspectait une toxicité aluminique en lien avec le pH haut du sol. Donc sur cette base-là, finalement, on a mis en place un essai. Donc c'était situé en Ariège. Pour la période qui va nous concerner, c'était de 2008 à 2014. Donc une période où cet essai-là était implanté avec du dactyle, et auparavant on était sur une prairie permanente. Le contexte de sol, très rapidement, très riche en matière organique et un pH haut 0,5 cm acide avec un pH inférieur à 5. Clic. L'essai, donc on va s'accorder, clic. On va s'attacher aujourd'hui à 4 des modalités de l'essai. Un témoin, clic arrière dans ce cas, s'il vous plaît. Témoin fertilisé mais ne recevant pas d'apport, ne recevant pas d'amendement, donc fertilisé azote, phosphore et potassium, de sorte à couvrir les besoins de la modalité la plus exigeante, enfin du moins que les besoins les plus importants. Une modalité avec un apport de chaux, également fertilisé, de carbonate et aussi fertilisé, et puis de gypse fertilisé. Chacune des modalités avec apport a reçu les amendements en 2008 et en 2012, avec à chaque fois les doses que j'indique sur la diapositive. Qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Donc sur ce graphique, vous retrouvez la production de matière sèche totale, de production fourragère, qui est exprimée année par année pour chacun des traitements en pourcentage du meilleur traitement de l'année. Et la conclusion est que finalement, il n'y a que la modalité témoin, donc ne recevant pas d'amendement mais fertilisé, qui a un niveau de production qui est inférieur à toutes les autres, et le gypse étant, entre guillemets, noyé dans les autres modalités amendées, avec un rendement proche des modalités avec apport de chaux ou de carbonate. Et si on regarde d'un point de vue pH haut dans l'horizon 0,5, ce qui se passe au cours de l'essai, finalement, alors on confirme, on conforte le fait que les modalités avec apport de chaux et de carbonate, on est au-delà du seuil de toxicité aluminique tout au long de l'essai. En revanche, pour la modalité gypse et témoin, on est en dessous de ce seuil et systématiquement avec un pH inférieur à 5 pendant toute la durée de l'essai. Donc on pouvait raisonnablement se questionner sur était-ce un effet soufre finalement apporté par le gypse qui a produit ce plus de rendement de sorte à coller aux modalités amendées chaux et carbonate. Et cet effet-là, il a été rapidement écarté puisqu'a été mis en place un essai courbe de réponse à la fertilisation soufrée avec dose croissante par PAD 30 de 0 à 90.
et qui du coup n'a pas montré de réponse en termes de rendement, ce qui a été conforté en plus par l'analyse des indices de nutrition soufrée, qui étaient toutes modalités confondues supérieures à 110 et donc une nutrition soufrée jugée plus que satisfaisante. En revanche, il a été exploré, du coup, l'hypothèse, a été testée l'hypothèse d'un meilleur enracinement avec la modalité GIPS, donc c'est ce qui est rapporté sur le schéma en bas à gauche, où on peut observer grâce au jugement des densités de racines par pas de 5 cm de 0 à 50, le fait que la courbe qui est en bleu, la courbe d'enracinement, on va la qualifier comme ça, pour la modalité GIPS, traduit une densité racinaire supérieure, en particulier l'horizon situé de 10 à près de 40 cm. Et le petit rappel avec le schéma de droite sur la stratification du pH de 0 à 15 cm, là aussi par pas de 5 cm, qui montre bien que la modalité témoin et GIPS se situent toutes deux systématiquement avec un pH inférieur à 5. Donc on est potentiellement pourtant en situation de toxicité aluminique. Donc est-ce que ça a pu jouer sur la teneur en aluminium échangeable, cet apport de GIPS? C'est ce qui a été testé. Clic. Avec l'hypothèse que le gypse pourrait finalement réduire la teneur en aluminium échangeable en se complexant avec le SO4, puis finalement en évacuant ce complexe par lixiviation. Pour vérifier cette hypothèse, un essai en laboratoire a été mis en place. Donc, des colonnes de terre non remaniées sur l'horizon 0,25 ont été prélevées sur sur le témoin finalement, une zone non amendée. Et puis ont été reproduits les amendements qui ont été faits au champ, avec chacun des amendements qui étaient dans les modalités. Puis un apport de 35 mm d'eau, d'équivalent 35 mm d'eau distillée, a été analysé tous les jours pendant 30 jours, de sorte à reproduire à peu près la pluviométrie annuelle sur le site d'essai. Tous les 140 mm, les eaux de percolation étaient récupérées avec dosage de différents minéraux. Et puis évidemment, j'ai oublié le principal, qui est l'aluminium. Donc vous retrouvez dans le graphique en bas à droite les cinétiques de quantité d'éléments aluminium au cours de l'essai. On observe qu'il est cette quantité est pour ainsi dire nulle pour les modalités témoins et celles amendées avec de la chaux et des carbonates. En revanche, pour le gypse, très rapidement, on a des quantités significatives, jusque, on va dire, un palier de 30 à 35 kg d'aluminium par hectare qui est lixivié. Donc on a dans le profil, on valide l'hypothèse que dans le profil, on a une réduction progressive de la teneur en aluminium qui peut suffire à lever au moins, si ce n'est totalement, partiellement cette toxicité et permettre une meilleure exploration racinaire et ainsi un meilleur accès à l'eau et aux minéraux qui traduit l'effet positif en termes de rendement qui a été observé sur cette modalité. Clic. Donc les conclusions pour ce premier essai qui concerne le gypse, on est sur des sols acides sous prairies de longue durée, prairies permanentes ou de longue durée. Le gypse qui a été utilisé ici occasionnellement, avec 2 apports en 6 ans, selon les quantités que j'ai évoquées, a permis d'obtenir le rendement maxi, en l'occurrence proche de celui des modalités avec apport de chaux et de carbonate. Donc on conforte l'hypothèse que c'est le gypse qui a permis de réduire et de supprimer la toxicité aluminique sans toutefois modifier significativement le pH. Ce qui ouvre évidemment des questions et des perspectives. Est-ce qu'il y a un effet dose? Est-ce qu'on aurait obtenu les mêmes effets en apportant plus ou moins de cet amendement? Sur quelle durée l'effet s'exprime? Et y a-t-il une dépendance au type de sol? CF les discussions précédentes. D'un point de vue strictement produit, qu'en est-il de sa disponibilité et de son coût, si on en arrive à du pratico-pratique? Mais il faut avant tout répondre à la question précédente sur des effets dose qui permettent de gérer des optimums technico-économiques. Et puis, on peut aussi se poser la question de la pertinence de son utilisation en grande culture, dans des schémas sans travail du sol, avec une éventuelle stratification du pH. Et puis, la possibilité aussi, sans modifier le pH, d'avoir les effets bénéfiques sur de la structure, et puis évidemment, le levier premier de lever la toxicité aluminique. Clic. Donc on va désormais passer à l'essai qui s'est intéressé à l'intérêt du chaulage à l'implantation d'une luzerne, et c'est l'essai dont a parlé Hélène précédemment, qui a été mis en place sur la station de La Jaillère en Loire-Atlantique de 2014 à 2016. Clic. Pour le contexte, donc on est sur une parcelle de sable limoneux sur schiste, Seine,
avec un pH eau un mois avant implantation de l'essai de 5,8, donc on est en juillet 2014. Les amendements ont tous été incorporés avant implantation par un passage de travail du sol sur 15 cm de profondeur. Et le semis de la luzerne s'est fait le 20 août 2014. Et puis luzerne sur laquelle on a suivi le rendement qui s'est fait en 3 à 4 coupes par an en 2015 et 2016 selon ce que permettait le climat. Les modalités étudiées, je vous les présente très succinctement. Un témoin qui n'était pas chaulé, enfin, ne recevait aucun amendement, pardon. Ensuite, clic, deux modalités qui recevaient un équivalent de 1000 unités sous forme de carbonate broyé ou pulvérisé, d'où l'appellation 1000 COB pour broyer et P pour pulvériser. Et puis la même chose, mais avec là, pour le coup, non plus 1000 unités, mais 2000 unités. Voilà. Je précise aussi que des apports de couverture en PK ont été faits chacune des années de l'essai. Premier constat, la cinétique d'évolution du pH eau du sol sur l'horizon 0,15 cm, donc l'horizon d'incorporation, du début de l'essai jusqu'à la fin de l'essai. Vous retrouvez à chaque fois les dates auxquelles se réfèrent ces différents prélèvements. On observe une belle hiérarchie, avec évidemment les pH les plus élevés qui sont atteints avec les doses les plus fortes, et intermédiaires pour les doses intermédiaires, mais aussi un effet pour le coup de la forme apportée, en tout cas l'automne 2015, puisque les différences s'amenuisent sur la fin d'essai, en particulier sur les modalités n'ayant reçu que 1000 unités. Et puis on peut aussi noter en tendance la baisse vraie pour toutes les modalités. Clic. Si on parle de rendement, et donc rendement ici cumulé sur les 2 années d'essai, donc au global sur 7 coupes, en fonction des 5 modalités étudiées. Un gain de production qui est supérieur à 3 tonnes de matière sèche par hectare sur les 2 ans, dès lors qu'on a apporté quelque chose finalement, une réponse qui est vraie dès 1000 unités, sans possibilité de distinguer avec la précision de l'essai les autres modalités, même si en tendance, on a davantage de production avec 2000 unités plutôt qu'avec 1000, et en revanche, pas d'effet de la forme broyée versus pulvérisée qui s'exprime en termes de rendement. Donc ça rejoint un élément qui avait été présenté ce matin par Mathieu Vallée autour de l'efficacité du rhizobium en réponse au pH du sol. Et je précise ici qu'il y a des effets quantitatifs qui sont majeurs, on le voit sur la production fourragère. En revanche, il n'y avait aucun effet sur la digestibilité, donc la valeur énergétique du fourrage, et sur la valeur azotée, donc la teneur en protéines du fourrage. Il n'y avait aucun effet des modalités. Clic. Et puis si on conclut, on a vu là, on va dire la partie plutôt technique, voyons un petit peu ce que ça donne d'un point de vue économique. Donc on s'est prêté à l'exercice de quantifier les différents postes de coûts, à la fois les coûts spécifiques à la conduite des modalités, donc le coût des produits que je vous indique ici, selon leur forme, qu'ils soient broyés ou pulvérisés, évidemment en tenant compte des quantités, et puis le coût de l'épandage qui a été considéré fixe. On a considéré les autres coûts de production de la luzerne, du coup hors chaulage, les semences, l'implantation, que ce soit l'amortissement technique du matériel, mais aussi la main-d'œuvre liée à chacun de ces passages-là. Et puis un poste majeur de dépense lorsqu'on est éleveur, ce sont les coûts de récolte, donc sous un schéma d'exploitation ensilage, enrubanage, foin enrubanage, avec une légère variation en fonction du tonnage. J'ai tenu compte d'une petite quote-part lié au tonnage récolté, mais qui finalement, il y a énormément de coûts fixes, c'est-à-dire que globalement, quand on est éleveur, ça coûte à peu près autant de se déplacer pour récolter 3 tonnes que pour récolter 1 tonne. Et donc cet effet majeur, c'est le dénominateur plus important sur les modalités amendées, qui va venir diluer le coût de production, puisque si j'y vais quelque part un petit peu à la serpe, globalement, toutes les modalités avec apport se retrouvent avec des coûts de production compris entre 150 et 160 unités. Contre près de 150 et 160 euros par tonne de matière sèche contre 170 euros par tonne de matière sèche pour le témoin. Clic. Donc finalement, ce qu'on peut confirmer, c'est la possibilité d'une part de produire de la luzerne sur sol acide. Donc là, c'est une confirmation, parce que ça avait déjà été démontré, même si le préjugé un peu la dent et la vie dure. On était sur des pH du témoin compris entre 5,7 et 6,2 au cours de l'essai, mais on a réussi à produire de la luzerne
En revanche, à partir du moment où on a relevé le pH, et en particulier avec un pH eau supérieur à 6,5 dès l'implantation, on a permis un gain de production annuel de l'ordre d'1,5 tonnes de matière sèche par hectare, donc ce qui est très significatif même. Et dans les conditions de l'essai, ça c'est quand même important aussi, quelle que soit la dose apportée et puis la forme, l'investissement dans l'amendement est rentabilité sur 2 années de production, en sachant, et on l'a bien vu sur les cinétiques d'évolution du pH, que l'effet ne s'estompe pas au bout des 2 ans. Donc on peut en attendre encore une possibilité d'écraser davantage les coûts et les investissements réalisés. Clic, et j'en ai terminé, et je vous remercie pour votre attention. Merci Anthony. Donc du coup, j'invite Laurent Varvou à